tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une affaire sud-africaine qui a eu lieu dans les années 90, l'agression d'Alison Botha. Merci à Andrea de m'en avoir parlé. C'est une histoire incroyable et j'ai décidé d'adapter ma manière de partager les faits avec vous pour lui rendre justice. Je pense que vous allez vite réaliser que j'ai opté pour un ton peut-être un petit peu plus narratif que d'habitude parce que la majorité des faits ont été rapportés par Alison elle-même, son enfance, ses rêves, sa soirée du 18 décembre 94 et l'horreur qui a suivi. C'est vraiment très rare d'entendre directement le témoignage de quelqu'un qui a survécu à une attaque aussi brutale. Vous le savez, mais dans l'univers du true crime, on est souvent obligé de construire nos récits autour des agresseurs, de leur motivation, de leur mode opératoire, de leur enfance, bref, autour d'eux. Mais cette fois, c'est une survivante qui prend le contrôle du récit. Alison Botha a choisi de raconter son histoire avec ses mots et son regard, et je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout mentionner ces agresseurs, ni les problématiques sociales soulevées par cette affaire, vous me connaissez. Mais voilà, je tenais à le préciser parce que cette vidéo va beaucoup tourner autour d'Alison Botha, de la force qu'il lui a fallu pour survivre et se reconstruire. Petit disclaimer avant de commencer, je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms propres dans cette vidéo. J'ai essayé d'écouter comment ils se disaient, mais je suis pas toujours sûre de mon coup. Et aussi, malheureusement, j'aurai très peu d'illustrations à mettre dans mon montage parce que la source principale de photos que j'aurais pu avoir, c'est le documentaire Prime issu du livre d'Alison Botha, mais rien n'est libre de droit et j'ai pas envie de prendre de risques avec Amazon, donc je compte sur votre indulgence là-dessus. Allez, maintenant que c'est dit, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 18 décembre 1994 à Port Elizabeth, aujourd'hui Kibera, en Afrique du Sud. C'est l'été, il fait beau et Alison Botha a prévu de passer la journée avec ses amis. Ils passent l'après-midi à la plage, puis rentrent chez Alison pour continuer la soirée, ils commandent des pizzas, boivent quelques verres et jouent à des jeux. À la fin de la soirée, Alison raccompagne une de ses amies qui n'habite pas très loin. Elle dépose son amie, récupère le linge qu'elle avait lavé chez elle et prend le chemin du retour. Mais quand elle arrive devant chez elle, elle remarque que sa place habituelle est déjà prise. Alison est donc obligée d'aller se garer un petit peu plus loin dans la rue. La nuit est tombée depuis un moment déjà, il fait très sombre et cette rue elle est déserte. Elle coupe le contact, prend la pile de vêtements propres, quand soudain la portière de sa voiture s'ouvre brusquement. Elle n'a pas le temps de réagir, elle sent le métal froid d'une lame de couteau sous sa gorge et entend une voix lui murmurer « Décale-toi, sinon je te tue ». Alison reste calme, elle crie pas et elle décide d'obéir. Elle se décale sur le siège passager et elle observe l'homme qui s'installe au volant. Il porte des vêtements noirs mais son visage n'est pas dissimulé et puis il tient un grand couteau dans sa main droite. L'homme scanne Alison de haut en bas avant de démarrer. Là, il prend à nouveau la parole et tente de la rassurer. Il ne lui veut aucun mal, il a juste besoin de la voiture. Alors qu'ils sont en train de rouler, Alison hésite à ouvrir la portière pour sauter, mais elle se ravise. Après tout, l'homme a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de lui faire de mal. Elle choisit de le croire et elle espère qu'il la laissera bientôt rentrer chez elle. Soudain, la voix de l'homme l'arrache à nouveau à ses pensées. « Je m'appelle Clinton. Est-ce que t'as un copain ?» Et il la regarde en souriant. Alors pendant un instant, Alison est rassurée. Il a pas l'air méchant et en fait il essaye même de faire la conversation. Mais après quelques minutes, il s'arrête sur le bas-côté et un deuxième homme s'installe à l'arrière. Alison jette un coup d'œil dans le rétroviseur, elle croise le regard du nouvel inconnu, lui il sourit pas, ses yeux sont noirs, vides, cruels.
Elle sent la panique l'envahir et c'est à ce moment précis qu'elle réalise que les deux hommes n'ont aucune intention de la laisser partir. Le moteur s'arrête, ils sont dans une zone boisée. Isolée, la ville est loin, il n'y a plus aucun éclairage et il fait nuit noire. Le premier homme lui demande sur un ton narquois « Tu vas te battre ?» Allison ne sait pas quoi répondre. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se battre? Et en plus, elle sait pas se battre. J'interromps rapidement mon récit pour vous prévenir que ce que je vais décrire à partir de maintenant est particulièrement difficile et violent. Je pense que c'est nécessaire pour comprendre non seulement l'ampleur de ce qu'Allison a vécu, mais aussi la dynamique qu'il y a entre ces deux agresseurs. Par contre, si vous êtes sensible, n'hésitez surtout pas à sauter ce passage pour vous épargner. Je vous mets le moment de la vidéo où vous pouvez aller juste ici. À ce moment-là, les deux hommes échangent brièvement entre eux et Allison comprend que le premier homme ne s'appelle pas Clinton comme il l'avait dit, mais Franz. Franz commence par forcer Allison à se déshabiller complètement, puis à avoir des rapports sexuels oraux avec lui. Il lui parle, il l'embrasse, il lui demande si son copain lui fait ce genre de choses, si elle aime ça, il lui dit que son sexe a bon goût. Allison est tétanisée, elle ne résiste pas, elle espère que si elle se soumet, elle ne se fera que violer. Après plusieurs longues minutes, Franz remonte sa braguette, il se tourne vers son acolyte qui est en train de fumer à l'extérieur de la voiture et il lui demande « Théons, toi aussi, est-ce que tu veux coucher avec cette charmante dame ?» Théons, c'est donc comme ça que s'appelle le deuxième homme. Et il répond « Non, je veux la baiser, cette chienne. » Mais Franz n'est pas d'accord, il reprend Théons. C'est pas une manière de s'adresser à une femme comme elle, voyons. Et Allison est frappée par le côté surréaliste de la scène. Est-ce que l'homme qui vient de la violer est vraiment en train de défendre son honneur? Mais elle n'a pas le temps de s'attarder sur la question puisque Franz se tourne à nouveau vers elle. Il la regarde droit dans les yeux, met ses mains autour de son cou et se met à serrer de toutes ses forces. Alors qu'Allison est heureusement presque totalement inconsciente, les deux hommes utilisent leur couteau pour la poignarder à 37 reprises au niveau de l'abdomen et du pubis. Ils vont ensuite lui trancher la gorge 16 fois. Les lacérations sont tellement profondes que la pauvre femme est presque entièrement décapitée. Après ce déchaînement de violence, les deux agresseurs s'arrêtent. Ils semblent satisfaits, ils sont persuadés que la jeune femme est morte. Ils remontent à bord du véhicule et Allison entend le bruit du moteur s'éloigner. Malgré l'ampleur de ses blessures, la jeune femme est encore en vie. Elle ne ressent à ce moment-là aucune douleur, mais le bruit sinistre de sa respiration à travers sa gorge tranchée trahit la gravité de ses blessures. Elle reste allongée, immobile sur le sol. Elle vit un épisode de dépersonnalisation presque spirituelle. Elle se voit d'en haut, elle contemple ce corps mutilé et ressent une profonde compassion pour cette femme agonisante qui gît là. Il y a une part d'elle qui sait que c'est son propre corps, que c'est son propre sang qui imbibe la terre, mais c'est un petit peu comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Là, elle sent qu'elle est en train de s'éloigner de son corps, mais aussi de la terre, et pourtant au fond d'elle, il y a une force qui lutte, qui refuse d'abandonner et de mourir ici, sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Alors elle réunit toutes ses forces et elle utilise son doigt pour écrire les prénoms de ses agresseurs dans le sable. L'une après l'autre, elle trace péniblement les lettres de leurs prénoms. F, R, A, N, S, T, H, E, U, N, S. Même si elle doit partir, même si elle doit mourir, elle refuse qu'une autre victime innocente vive l'horreur qu'elle vient de subir. Elle espère que ce sera suffisant pour qu'ils soient arrêtés et emprisonnés, suffisant pour les empêcher de faire subir ça à qui que ce soit d'autre. Et puis elle laisse ensuite un second message, I love mom, je t'aime maman. Une fois ces deux messages laissés, Allison se sent soulagée, presque apaisée, mais là une étrange sensation la ramène à la réalité, elle sent quelque chose d'humide sur ses jambes et elle réalise qu'elle est complètement éventrée. Ce sont en fait ses intestins qui reposent et qui réchauffent le haut de ses cuisses. Elle parvient à attraper sa chemise qui a été laissée à côté d'elle par ses agresseurs, qu'elle plaque contre son ventre pour essayer de maintenir ses organes en place.
Et à l'aide de son autre main, elle se met à ramper. Elle avance lentement, beaucoup trop lentement. Elle est à bout de force, mais elle pense à sa mère qui n'aura probablement jamais les réponses à ses questions si elle meurt ici. Donc elle décide de se lever et de tenter de rejoindre la route pour trouver de l'aide. Mais alors qu'elle se hisse difficilement sur ses jambes, c'est là qu'elle sent sa tête partir en arrière et qu'elle comprend qu'elle est presque entièrement décapitée, qu'il va donc falloir maintenir sa tête en place et en avant si elle veut continuer à avancer. Par chance, c'est une nuit de pleine lune, ce qui fait que ça éclaire suffisamment autour d'elle pour qu'elle arrive à discerner les choses. Et dans un dernier effort surhumain, elle parvient à regagner la route, comme si elle était poussée par une sorte de force invisible avant de s'effondrer sur le sol. Et soudain, elle aperçoit des phares au loin. Ils semblent se rapprocher jusqu'à arriver à son niveau en ralentissant. La voiture s'arrête, Allison est éblouie par la lumière des phares. Il n'y a aucun bruit de portière qui s'ouvre, c'est comme si le temps s'était arrêté. La jeune femme tente de lever un bras, elle agite faiblement sa main en l'air. Rien. Il y a un sentiment de panique qui l'envahit, et si en fait c'était ses agresseurs qui étaient de retour pour l'achever. Mais tout à coup, elle entend le bruit du moteur qui redémarre, la voiture la contourne et repart. C'est fini, elle va mourir ici toute seule, personne n'a voulu lui prêter secours. Et alors qu'elle sombre, Allison Botta est soudain assaillie par des cris. Il y a en fait plusieurs voitures qui viennent de s'arrêter, des portières qui s'ouvrent, une femme qui crie, des gens qui accourent vers elle. Et parmi eux, il y a Tian Ellerd, qui va se retrouver lié à jamais à la jeune femme. Tian Ellerd, c'est un jeune étudiant vétérinaire en vacances à Port Elizabeth avec ses amis. Alors qu'ils sont en train de regagner leur logement, ils aperçoivent une forme humaine en travers de la route. Ils descendent de voiture et réalisent qu'il s'agit d'une jeune femme nue et ensanglantée. Tian se précipite vers Allison, il lui attrape la main et croise son regard. Elle a l'air paniquée, elle ne peut pas parler, alors il essaye de la calmer en lui parlant doucement. Il enlève tout de suite sa chemise et la dépose sur son corps nu. Heureusement, un des amis de Tian a un téléphone portable, ce qui est plutôt rare pour l'époque puisqu'on est en 1994, je le rappelle. Donc ils appellent immédiatement les secours qui les informent qu'une ambulance est en route mais qu'il va falloir du temps pour arriver jusqu'à eux. Pendant ce temps, grâce à ses connaissances vétérinaires, Tian parvient à replacer la glande thyroïde exposée d'Allison à l'intérieur de sa gorge. Et après une attente interminable de plus de 40 minutes, les ambulanciers finissent enfin par arriver. Tian refuse alors d'abandonner Allison et il monte à bord de l'ambulance avec la jeune femme. Il continue de lui tenir la main durant tout le trajet jusqu'à l'hôpital et il ne la lâchera qu'après l'entrée d'Allison au bloc opératoire. Aux urgences, le personnel médical découvre l'étendue des blessures d'Allison qui est entre la vie et la mort. Pourtant, une fois de plus, Allison Botta refuse d'abandonner, elle est même capable d'écrire le numéro de téléphone de sa mère pour qu'elle soit prévenue. Plus tard, un des médecins urgentistes présents à ce moment-là se souviendra. En plus de 16 ans de carrière, je n'ai jamais été témoin de blessures aussi graves que celles subies par Allison. La brutalité, la cruauté et la volonté de destruction aveugle à l'origine de cette attaque m'ont profondément bouleversée. Et effectivement, la situation est totalement alarmante. La trachée d'Allison est complètement sectionnée. Elle respire en fait à travers une sorte de trou béant juste au-dessus de ses clavicules. Elle est aussi complètement éventrée et une partie de son gros intestin repose sur son ventre. En plus de ça, son système reproducteur est complètement détruit et les médecins savent que même si Allison survit, elle ne pourra probablement jamais tomber enceinte. Mais après une intervention chirurgicale de plusieurs heures, le pronostic vital d'Allison n'est plus engagé. Est-ce que ça relève du miracle, de la chance? On ne sait pas. Mais toujours est-il que, même si ça semblait impensable, Allison va survivre à ses blessures. Je pense d'ailleurs qu'il est temps que je vous présente Allison Botta et je précise que le peu de choses qu'on sait ont été racontées par la victime elle-même. Il n'y a donc aucun jugement de ma part quand je parle de sa scolarité médiocre ou de son manque d'ambition. Ce sont des choses qui ont été rapportées par Allison elle-même. Allison Botta est née le 22 septembre 1967 à Port Elizabeth en Afrique du Sud. Elle a 10 ans quand ses parents divorcent et donc elle grandit avec sa mère et son frère. Elle se décrit comme une petite fille sans rêve particulier qui n'aspire pas à devenir quelqu'un de spécial ou à faire des choses extraordinaires.
Allison passe la majorité de sa scolarité dans un lycée pour filles à Port Elizabeth. Elle est pas très studieuse ni ambitieuse, ses résultats sont passables, mais elle ne se qualifie pas de bonne élève. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être nommée Head Girl, ce qui correspond en gros à nos délégués de classe. Donc, même si ses résultats scolaires ne sont pas exceptionnels, ça suggère quand même qu'Allison était sérieuse et appréciée de ses camarades de classe, mais aussi de ses enseignants. Ensuite, elle obtient son diplôme de lycée et s'oriente vers une formation de secrétaire, pas vraiment par envie, mais plus pour faire plaisir à sa mère qui souhaite que sa fille ait un plan de carrière, quelque chose qui lui permette d'avoir une certaine stabilité financière. Mais Allison ne s'épanouit pas au travail. Non, son rêve à elle, c'est de voyager et de découvrir le monde. Alors, à 21 ans, elle utilise l'argent qu'elle a réussi à économiser et part aux États-Unis. Sa mère est pas franchement emballée par ce projet, Allison est jeune, donc forcément elle s'inquiète pour la sécurité de sa fille. Et elle est d'ailleurs extrêmement soulagée quand Allison finit par rentrer de son voyage 4 ans plus tard. La jeune femme trouve alors un travail de courtière en assurance, mais là encore c'est plutôt un job alimentaire et on peut pas dire que ce soit une vocation pour elle. Voilà en gros ce qu'on sait sur Allison Botta avant le 18 décembre 1994 et l'agression qui va complètement bouleverser le cours de sa vie. Revenons-en maintenant à notre affaire. Alors qu'elle est toujours à l'hôpital, Allison est interrogée par des policiers. Bon, je vous l'ai dit, elle connaît les prénoms de ses 2 agresseurs et elle a vu leur visage, donc elle réussit à fournir ces précieux détails aux enquêteurs. Ils sortent un dossier avec plusieurs photos d'agresseurs sexuels déjà connus par les services de police. Parmi les différents suspects, Allison désigne tout de suite les 2 hommes qui l'ont attaquée cette nuit-là. Sur les photos, elle les reconnaît formellement, elle communique par écrit leurs noms. Lui, c'est Franz, et lui, c'est Teuns. Les enquêteurs se jettent un regard entre eux. Allison vient en effet de donner les prénoms de ces 2 suspects qu'ils connaissent bien. Ils procèdent donc très rapidement à l'arrestation des 2 suspects, Franz Dutoit, 26 ans, et Teuns Kruger, 19 ans. Bon, les suspects sont en garde à vue, Allison les a formellement désignés par écrit, mais ça ne suffit pas au procureur. Il renvoie les enquêteurs à l'hôpital pour informer Allison que le dossier de l'accusation serait beaucoup plus fort si elle pouvait identifier ses agresseurs verbalement. Et oui, parce que vous l'avez compris, la pauvre Allison ne peut pas parler. Et en fait, elle a identifié ses agresseurs en écrivant leurs prénoms. Donc ces médecins sont absolument horrifiés par ce qu'ils entendent. Comment est-ce qu'on peut dire ça à une femme qui vient de survivre à une agression aussi brutale? Est-ce que le procureur mesure la gravité de ses blessures? Est-ce qu'il est bien conscient du fait que la victime est presque décapitée? Et pourtant, on ne va pas leur laisser le choix. Il faut retirer le tube d'oxygène dans la gorge d'Allison pour qu'elle puisse prononcer le nom de ses agresseurs. Les médecins tentent de prévenir que c'est une procédure risquée qui risque d'endommager les points de suture et du coup de mettre la victime en danger, mais rien n'y fait. Quand les médecins expliquent la situation à Allison et lui donnent une feuille de papier pour qu'elle puisse communiquer sa réponse, elle écrit simplement « Retirez-le ». Le tube d'oxygène est donc retiré et Allison déclare « Mes agresseurs sont Franz et Teuns ». Encore une fois, je crois qu'il faut souligner la force et la détermination d'Allison Botta, mais attention, non pas comme des exemples, mais quasi comme des anomalies, c'est absolument hors norme et presque surhumain ce qu'elle a fait. Bref, comme vous pouvez l'imaginer, Allison va passer beaucoup de temps à l'hôpital et subir de nombreuses interventions chirurgicales. À ce moment-là, sa terrible agression a déjà été relayée par la presse et Allison a reçu des dizaines de lettres de soutien et de bouquets de fleurs. Donc elle veut remercier toutes ces personnes, mais elle sait pas trop comment s'y prendre. Elle décide finalement de publier une lettre de remerciement collectif dans un journal. Pendant ce temps, ces 2 agresseurs, eux, sont déjà derrière les barreaux. Ils ont été arrêtés aux premières heures du jour dans un appartement en ville où se trouvaient également 2 femmes et un bébé. Heureusement, l'interpellation s'est passée sans encombre, les 2 suspects n'ont opposé aucune résistance aux 6 policiers qui sont entrés dans ce fameux appartement. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, Franz Dutoit et Teuns Kruger sont déjà bien connus des services de police et le détective Melvin Hempel fait vite le lien entre l'agression d'Allison et 2 autres viols ayant eu lieu peu de temps avant dans la région.
La première victime avait mis 1 semaine à signaler son agression à la police. Les 2 hommes l'avaient menacée de la tuer si elle osait parler. Et du coup, la pauvre femme avait eu peur des représailles. Et la 2e victime, elle était enceinte quand elle a été agressée, mais malgré les mêmes menaces, elle a immédiatement signalé son agression à la police. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été emprisonnés avant? C'est une bonne question. On sait par exemple qu'au moins l'un des 2 avait été libéré sous caution après avoir agressé la femme enceinte. Donc ça signifie qu'il a bel et bien été identifié et arrêté avant même l'agression d'Allison. Alors, est-ce que c'est normal qu'ils soient tous les 2 à ce moment-là en liberté? Absolument pas. Mais en Afrique du Sud, le système est particulièrement laxiste quand il s'agit des violences faites aux femmes. Parce que oui, le phénomène des violences sexuelles en Afrique du Sud est vraiment très problématique, d'autant plus que là on parle d'une affaire qui s'est déroulée dans les années 90. Mais même encore aujourd'hui, d'ailleurs, il s'agit d'un des pays avec les taux de viol les plus élevés au monde, et on le surnomme même la capitale mondiale du viol. Pour vous dire un petit peu à titre d'exemple, entre avril 2018 et avril 2019, la police sud-africaine a enregistré près de 42 000 cas de viol signalés, soit une moyenne de 114 viols par jour. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, surtout quand on sait que ces statistiques sous-estiment probablement l'ampleur réelle du phénomène, puisque elles ne prennent pas en compte les nombreux cas qui ne seront jamais signalés aux autorités. Une étude menée par le Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud a aussi révélé que plus de 25% des hommes sud-africains interrogés ont admis avoir déjà commis un viol et près de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir violé plus d'une personne. Alors je le dis souvent, je suis pas sociologue, il y a une multitude de facteurs qui entrent en compte pour expliquer les causes de ces violences, des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, le chômage élevé, les inégalités, mais aussi la perpétuation de mythes dangereux comme celui qui lie le fait d'avoir des relations sexuelles avec des vierges à une guérison du VIH, ou encore la stigmatisation des personnes LGBTQ+. Il faut savoir que les lesbiennes sud-africaines sont particulièrement vulnérables en raison du phénomène de viol collectif, qui est une pratique criminelle qui vise à corriger leur orientation sexuelle. Et puis il faut bien reconnaître que c'est pas toujours pris au sérieux par les autorités et qu'une grande partie des victimes n'osent même pas aller porter plainte. Alors je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que c'est un phénomène extrêmement complexe, mais c'est important d'avoir ces quelques données en tête pour comprendre à quel point les violences sexuelles sont à la fois très fréquentes mais aussi très stigmatisées en Afrique du Sud. Bon, maintenant revenons-en à notre affaire. Les 2 suspects doivent maintenant être interrogés par la police, mais là-dessus je vous préviens d'avance, on a très peu d'informations sur ce qui s'est dit pendant les interrogatoires. Le peu de choses qu'on sait a été raconté par le détective Melvin Humpel qui a mené les interrogatoires des 2 suspects. Donc on va commencer avec celui de Frans du Toit. Quand il apprend qu'il est accusé entre autres de tentative de meurtre, du Toit est surpris. Tentative? Mais comment ça, tentative? Pour lui, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, il était absolument inconcevable qu'Allison ait pu survivre. Alors il reste silencieux pendant quelques minutes avant de dire à l'enquêteur que c'est inutile qu'il essaye de nier quoi que ce soit puisque, Allison est vivante, elle a vu leur visage, elle peut donc raconter exactement ce qui s'est passé. Frans du Toit retire alors une de ses bagues et la tend au détective Humpel. Il explique qu'elle appartient à Allison et qu'il peut donc la lui rendre maintenant qu'il sait qu'elle est vivante. L'enquêteur est complètement choqué par cette scène, il récupère la bague et il remarque qu'il y a encore du sang dessus. Le sang d'Allison. Et il se demande à ce moment-là comment cet homme, marié, père de famille, fait pour sortir de chez lui, dire au revoir à sa femme, à son enfant, pour ensuite aller violer les femmes. Mais la vérité, c'est que Frans du Toit lui-même n'a aucune réponse à lui apporter à ce sujet. D'un autre côté, l'interrogatoire de Theuns nous apprend un petit peu plus sur le déroulement de la soirée. Lui, il explique que avec son complice, il faisait un barbecue chez du Toit en fin d'après-midi, tout en enchaînant des bières, lorsqu'une dispute a éclaté entre Frans et sa femme à propos d'argent. Ivres, les 2 hommes auraient alors pris le volant pour partir dans une mission bien spéciale, trouver une jolie fille au volant d'une belle voiture pour la violer et la tuer. Du Toit et Kruger ont ensuite tourné un moment à la recherche de la proie idéale, sauf qu'au bout d'un moment, Kruger s'est lassé, il a demandé à son ami de le déposer à côté d'un club. Du Toit, lui, a décidé de continuer à chercher une cible tout seul, et donc
ensuite c'est comme ça que vous connaissez la suite, quoi. Bref, aucun des deux agresseurs ne va nier les faits pour lesquels ils sont accusés. Franz Dutoit et Theo Kruger plaident tous les deux coupables pour tous les chefs d'accusation. Malgré ça, l'enquêteur sait qu'ils peuvent changer d'avis à tout moment, donc il décide de monter un dossier vraiment solide contre eux qu'il pourra présenter au procureur. Il regroupe les preuves matérielles, il vérifie que les échantillons ADN ont bien été prélevés, analysés, répertoriés. Son but, c'est pas seulement d'obtenir justice pour Allison, mais aussi de garantir que ces hommes ne fassent plus jamais aucune autre victime. En parallèle, Alison Botta, elle, tente de se reconstruire, d'abord physiquement. Elle a encore besoin de soins quotidiens pour ses nombreuses blessures, mais elle doit maintenant se préparer pour le procès qui approche. Le tribunal demande à ce qu'elle soit évaluée par un psychologue clinicien, mais Alison, elle est pas prête. Ça fait que 6 mois qui sont passés depuis l'attaque et elle se sent pas encore suffisamment forte pour affronter le traumatisme de son agression. Dans son livre I Have Life, elle raconte aussi l'humiliation qu'elle a ressentie lors de nombreux prélèvements et examens obligatoires autour de tout ça, notamment des prélèvements de poils pubiens. À plusieurs reprises, il y a des policiers qui vont lui demander à ce qu'elle se rende au poste pour faire un prélèvement, un échantillonnage de ses poils. Et bien sûr, ils le font probablement pour compléter le dossier, sauf que c'est vraiment très très difficile, très violent à vivre pour la jeune femme. Elle a raconté aussi que c'était très difficile pour elle d'accepter qu'on prenne constamment des photos de son corps, de ses cicatrices. Alors là encore, on comprend, le but c'est de documenter sa très longue guérison, mais c'est quelque chose qu'elle n'arrive plus à supporter. En fait, elle a du mal à comprendre pourquoi est-ce que les policiers ont vraiment besoin de tout ça. Malgré ça, Alison Botta prend sur elle et elle l'accepte à chaque fois. Elle sait que les enquêteurs ils le font pour monter un dossier solide contre ses agresseurs, donc elle leur en veut pas à eux. D'un autre côté, je crois que les policiers eux aussi ils sont beaucoup coupables de lui infliger ça. C'est vrai que ils savent qu'ils sont obligés de suivre les procédures juridiques et que le but c'est d'aider Alison à obtenir justice, mais ils sentent bien que c'est vraiment très invasif. Et d'ailleurs, pour la procureure en charge du dossier, le cas d'Alison va vraiment être particulièrement difficile à gérer parce que d'habitude, les victimes de crimes aussi barbares ne sont plus en vie. Et dans un sens, c'est un peu plus facile de gérer des rapports d'autopsie qu'une personne qu'on peut avoir en face de soi qui raconte toutes les horreurs qu'elle a subies. Et donc cette procureure a raconté être rentrée chez elle en pleurant à de très nombreuses reprises. Alors même si la victime principale reste évidemment Alison Botta, je pense que c'est nécessaire de souligner l'impact que ce cas a pu avoir sur toutes les personnes qui ont été mêlées de près ou de loin. La plupart d'entre eux n'avaient vraiment jamais eu affaire à un crime aussi barbare auparavant, que ce soit des policiers ou toutes les personnes dans le monde milieu plus judiciaire. Et puis pendant la préparation au procès, on demande à nouveau à Alison d'identifier ses agresseurs, mais cette fois en personne. Et cette procédure est particulièrement éprouvante. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, à l'époque, la loi exigeait que la victime identifie son agresseur en s'approchant de lui et en lui plaçant une main sur l'épaule. Elle devait ensuite la laisser poser le temps qu'une photo soit prise. Alors, je suis bien consciente que tous les systèmes juridiques sont différents, mais j'avoue que j'ai du mal à ne pas m'exprimer sur ce sujet. Imaginez être une victime et devoir identifier votre bourreau de cette manière. Imaginez qu'on vous demande non seulement de lui faire face, mais en plus de le toucher et de poser avec lui pour une photo. Alors oui, ok, j'ai bien compris que c'est parce que cette photo, elle va être utilisée pour prouver que la victime a bien identifié son agresseur, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusque-là ? Et même à l'époque, il y a plein de gens que ça rebute, le détective Melvin Humpel va dire qu'il est hors de question de faire subir ça à Alison. Il décide de procéder différemment et d'opter pour l'identification à travers une vie de santin. Ça peut vous sembler normal puisque c'est la procédure standard dans beaucoup de pays, mais c'est pas le cas en Afrique du Sud à ce moment-là. C'est même la toute première fois que ça arrive dans l'histoire du pays, en 1995 quand même. Le cas d'Alison Botta va d'ailleurs marquer un énorme précédent puisque à partir de là, ça deviendra la nouvelle procédure officielle. Donc, derrière la vitre, Alison identifie à nouveau Franz Dutoit et Theo Kruger comme étant les hommes qui l'ont agressé. Alors oui, c'est pas comme s'il y avait encore le moindre doute, mais encore une fois, ça fait partie de la procédure.
Le procès pour ceux qu'on a surnommés les Reaper Rapists, donc les éventreurs violeurs, s'ouvre le 12 juin 1995, seulement 6 mois après l'agression d'Alison Botha. Franz Dutoit et Tiance Kruger ont tous les deux plaidé coupables pour 8 chefs d'accusation, et même si le procès ne s'annonce franchement pas très complexe, vous allez voir qu'il va être mouvementé. Le matin même, leur avocat les lâche et annonce qu'il ne peut plus représenter ses clients. Il va invoquer des motifs éthiques, mais ne donne pas plus de précision. On sait d'ailleurs pas si un autre avocat a accepté de prendre le relais, mais j'imagine que oui. En plus d'Alison, plusieurs témoins sont appelés à la barre, dont la femme enceinte qui avait été violée par les 2 hommes peu de temps avant. Il y a une autre femme qui raconte également avoir échappé de justesse à une attaque 2 jours seulement avant l'agression d'Alison. Puis c'est au tour du docteur Angelov, le chirurgien qui a opéré Alison, de témoigner et détaille les nombreuses interventions que la jeune femme a dû subir, et il termine en disant « Pour être honnête, c'est un miracle que je sois là et pas le médecin légiste ». Son sentiment est partagé par de nombreuses personnes présentes dans la salle d'audience qui rapportent avoir l'impression d'entendre une femme qui aurait dû être morte, en train de raconter son propre meurtre. Et puis après les victimes, c'est au tour des agresseurs d'être entendus par le juge, enfin en tout cas au tour de l'un d'entre eux puisque Tiance Kruger a refusé de témoigner. Franz Dutoit commence par évoquer son passé difficile, mais aussi son affiliation au satanisme, comme des justifications des actes barbares qu'il a commis, avant d'accuser un démon incube d'être responsable de la tentative de meurtre sur Alison. Ainsi comme moi avant cette vidéo, vous ne le saviez pas, un incube serait un démon mâle qui possède le corps d'un homme pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Franz Dutoit affirme donc être possédé par un démon et il dit au juge qu'il a même demandé à voir un pasteur pendant son incarcération puisqu'il veut subir un exorcisme. Comme l'oblige la procédure, les policiers doivent donc accepter sa demande et Franz Dutoit a donc bel et bien subi un exorcisme qui a d'ailleurs été filmé pendant qu'il était en prison. Le pasteur qui est intervenu sur Dutoit a d'ailleurs accepté de témoigner lors du procès, mais cette fois clairement pas en sa faveur. En gros, ce pasteur a affirmé que l'accusé n'était pas possédé, qu'il n'avait aucune connaissance du satanisme et qu'il ne s'agissait que d'un stratagème pour se dédouaner en prétendant que des démons l'avaient conduit à commettre des crimes. Bon, là-dessus, faisons une petite pause. Je sais que tout ça peut paraître complètement improbable pour nous occidentaux, mais faut savoir que ça l'est vraiment pas en Afrique du Sud. En fait, faut que je donne un petit peu de contexte. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, comme plusieurs autres pays dans le monde, a connu une vraie vague de panique satanique. Alors, j'ai lu plusieurs articles scientifiques sur la question et c'est un sujet vraiment complexe que je vais ultra résumer ici. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller chercher sur Cairn, il y a vraiment plein de ressources intéressantes. Pour résumer de chez Résumé, la panique satanique c'est un phénomène sociétal principalement relié à la religion chrétienne majoritairement. En Afrique du Sud, ce sont notamment des calvinistes conservateurs qui ont eu recours à cette panique satanique afin de rejeter certaines traditions africaines dans une volonté d'évangélisation. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un phénomène propre à l'Afrique du Sud, on l'a vu dans plusieurs autres pays, comme les États-Unis par exemple. Mais là où c'est assez unique en son genre, c'est que ça a carrément donné lieu à la création d'une unité de police spéciale dans ce pays. L'unité consacrée aux crimes occultes a été fondée en 1992 en Afrique du Sud et c'est la seule unité de police de ce genre à avoir été créée dans le monde. Le but initial de cette unité était de se consacrer aux crimes en lien avec toute croyance de type sorcellerie, satanisme, magie, ésotérisme, etc. Sauf que très vite, cette unité s'est presque exclusivement concentrée sur le pseudo-satanisme, au point de totalement négliger de vraies problématiques comme les chasses aux sorcières ou encore les crimes médicaux sous couvert de croyances alternatives. Les investigations menées par les policiers de cette unité n'ont fait que renforcer de façon considérable des clichés sur le satanisme, avec des critères très peu pertinents comme le fait d'écouter de la musique métal, de regarder des films d'horreur, d'avoir un style vestimentaire gothique, de jouer à des jeux de rôle ou même de s'intéresser aux ordinateurs et à l'informatique. Bref, l'unité a véhiculé une vision complètement biaisée, étriquée, conservatrice, mais aussi, disons-le franchement, blanche et chrétienne d'un satanisme qui n'avait plus grand-chose à voir avec des pratiques dangereuses.
Et si je me permets de dire ça, c'est quand même parce que l'un des prérequis pour pouvoir entrer dans cette unité de police était, tenez-vous bien, le fait d'être chrétien. Tout simplement. Bref, comme je vous le disais, aujourd'hui cette panique satanique a largement été étudiée, discutée, elle a fait l'objet de plein d'analyses sociologiques et le consensus est qu'elle n'a fait suite à aucun contexte criminel quelconque, mais bien à une volonté d'évangélisation par les mouvements chrétiens radicaux dans le pays. Cela dit, il est important de noter qu'il existe bel et bien des églises sataniques en Afrique du Sud. Il s'agit principalement d'une contre-culture qui a décidé de s'opposer aux religions traditionnelles et dominantes. Dans ces églises-là, on retrouve beaucoup de personnes opprimées par les dogmes des religions dominantes qui n'hésitent pas à jouer la carte du blasphème à fond en signe de résistance face à l'oppression qu'elles ont pu subir. Mais on peut aussi y trouver des personnes plus intégrées, comme des médecins, des policiers, des chefs d'entreprise, des enseignants et même des anciens membres d'églises chrétiennes. Bref, ce sont généralement des églises qui opèrent dans la clandestinité et qui jouent avec l'apparence, l'image, sans forcément qu'il y ait une véritable vénération de Satan, qui serait plutôt comme en fait une métaphore que comme une réelle entité toute puissante. Maintenant, pour en revenir à notre affaire, ni Dutoit ni Kruger n'appartenaient à un groupe satanique. Yann Meyer, le psychologue qui les a évalués, a rapporté que selon lui, les deux agresseurs croyaient plutôt aux idéologies du satanisme, à toute l'imagerie qu'il y a autour, plutôt qu'à un culte réel. D'ailleurs, d'après les proches de Franz Dutoit, il était plutôt attaché à l'image du satanisme, à ce côté subversif que ça pouvait renvoyer, plutôt qu'à une quelconque forme de croyance ou spiritualité. Ils ont même ajouté qu'en vrai, Dutoit était plutôt un trouillard, qui avait peur du noir et qui demandait à être raccompagné par des amis quand il devait rentrer chez lui à pied. Alors oui, c'est un tout petit détail évidemment, mais ça colle pas trop avec l'image de l'homme possédé par un démon qu'il a essayé de donner par la suite. Voilà, fin de la parenthèse concernant le satanisme en Afrique du Sud, et dans cette affaire, on peut revenir au procès. Le juge n'a clairement pas été convaincu par la performance de Dutoit, ni par sa prétendue possession, mais l'accusé n'a quand même pas terminé, je vais pas détailler tout son témoignage ici, mais il y a quand même quelques éléments importants à souligner. Déjà, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, Dutoit a tenté de minimiser le rôle de son complice dans les agressions à plusieurs reprises. Il a notamment déclaré que Kruger était jeune, qu'il n'avait fait que le suivre et qu'il avait été choqué quand il avait étranglé Allison. Bref, en gros qu'il n'était pas du tout complice de la tentative de meurtre. Après, je rappelle quand même que Kruger n'était visiblement pas si choqué que ça, puisque c'est lui qui a égorgé Allison à plusieurs reprises, et c'est également lui qui, selon Dutoit, aurait utilisé ce même couteau, encore taché de sang, de la victime, pour se préparer un petit déjeuner quelques heures plus tard. Ouais, alors à ce moment-là, Kruger et Dutoit étaient persuadés qu'ils avaient tué Allison Botha, donc tout ça ne respire pas franchement le choc et le regret à mon sens. Bref, Dutoit va raconter l'agression dans tous ses détails, comme s'il racontait une simple virée entre potes, pas d'émotion, pas de regret. Et à la fin de ce monologue, il pense quand même à ajouter une petite phrase. Je ne sais pas comment je pourrais me pardonner un jour. C'est très intéressant de noter que le mot pardon est associé à lui et non pas à la pauvre femme qui l'a sauvagement attaquée et laissée pour morte, mais ça en y reviendra. Le 7 août 1995, moins de 2 mois après le début du procès, le juge Chris Jansen s'apprête à rendre son verdict. Il se dit marqué à vie par cette affaire et le fait que Franz Dutoit et Théoun Kruger soient des agresseurs violents multirécidivistes le conforte dans l'idée qu'ils représentent une menace pour la société. Il précise qu'il est de son devoir de protéger le monde de ces deux hommes avant de condamner Franz Dutoit et Théoun Kruger à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est la première et dernière fois que le juge Jansen rendra ce type de verdict. À l'annonce de ce verdict, Kruger perd le contrôle alors qu'on le conduit à sa cellule, il frappe le mur du poing et hurle « Eh bah c'est parti, allez tous vous faire foutre !» Heureusement qu'il avait déclaré juste avant éprouver de l'empathie pour ses victimes et des remords par rapport à ce qu'il avait fait. Bon, il est temps d'approfondir un petit peu plus le côté psychologique des deux agresseurs.
Malheureusement, j'ai pas énormément d'informations sur eux. Je pense que comme vous l'avez vu, on n'a pas de photos, on sait vraiment très peu de choses sur leur parcours avant leur arrestation. Mais je vais quand même vous faire un récap de tout ce que j'ai pu trouver. On va commencer avec Franz du Toit puisque c'est celui pour lequel on a un petit peu plus d'éléments. Franz du Toit a grandi à Jeffreys Bay, à environ 70 km de Port Elizabeth. Il a été élevé par une mère célibataire, il déclare n'avoir jamais connu son père et être le produit d'un viol. Son enfance est particulièrement difficile et violente, les hommes que sa mère fréquente sont violents avec elle, mais aussi avec lui. Il a selon ses dires assisté à plusieurs reprises à des agressions sexuelles humiliantes sur sa mère et il aurait été battu lorsqu'il a tenté de la protéger. Bon, j'utilise le conditionnel parce que la seule source qu'on a concernant son enfance et son parcours de vie, c'est lui-même après son arrestation, mais pour être honnête, je doute pas vraiment de son récit malheureusement. Ensuite, lorsqu'il a 10 ans, sa mère se remarie, le beau-père de Franz l'adopte officiellement, et ensemble, la mère et le beau-père de Franz ont une fille. La famille est pauvre et le jeune garçon sent que cette situation économique le met en marge des autres. À l'école, il n'arrive pas à se sentir inclus avec ses camarades, ce qu'il va beaucoup mettre sur le compte de sa pauvreté. Petit à petit, Franz abandonne les cours, il se met en retrait de sa propre communauté et commence à se lier d'amitié avec des enfants noirs chez qui il se sent plus accepté. Je vous rappelle qu'on est en Afrique du Sud, en plein apartheid, donc c'est vraiment pas anodin. Il y a un clivage important dans la société entre les blancs privilégiés et les noirs qu'on stigmatise. Du Toit raconte que c'est auprès de ces jeunes qu'il s'initie aux drogues et qu'il commence à fréquenter des gangs, ce qui ne plaît pas du tout à son beau-père qui, ça je vous l'ai pas encore dit, est policier. Et puis vers 15 ans, Franz du Toit rate son année de 9e grade, donc l'équivalent de notre 3e en France. Et c'est là qu'il abandonne totalement les cours pour aller passer ses journées à la plage en compagnie de personnes peu fréquentables, plus âgées que lui, et notamment des hommes fraîchement sortis de prison. Et même si le beau-père de Franz est un homme plutôt gentil qui tente de lui tendre la main à plusieurs reprises, rien n'est fait, Franz ne se lie pas d'affection pour cet homme et ils ne parviennent pas à fonder une famille soudée. Dans un article sur le profil des deux agresseurs, il est mentionné que certains documents judiciaires rendus publics citent un échange entre Franz du Toit et un expert psychologue. Toujours selon cet article, ces échanges montrent bien la perception qu'avait du Toit des femmes et du viol au moment des faits. Il aurait par exemple admis avoir 15 ans lorsqu'il a commencé à cibler des femmes pour les agresser et les violer, en expliquant s'être aperçu que, comme c'était un sujet tabou, il y avait peu de risques que ces victimes osent parler, aller voir la police pour le dénoncer, donc ça lui a laissé le champ libre. Plus tard, la demi-sœur de Franz témoignera avoir elle aussi subi des abus sexuels de la part de son grand frère, ce qui confirme son sadisme sexuel, sa volonté de soumettre et de violer, qui ont débuté vraiment alors qu'il était encore très jeune. Arrivé à l'âge adulte, Franz du Toit déménage à Welcome où il travaille un temps comme dynamiteur dans une mine avant de revenir à Port Elizabeth et commencer à travailler dans un centre de tri. En 1992, il se marie avec une femme dont la famille s'oppose à leur relation et ils ont un enfant ensemble. Une fois en prison, Franz du Toit a continué à être suivi par des psychologues et franchement, ce qui est ressorti de leurs entretiens ne laisse pas penser qu'il a évolué du tout. Il aurait par exemple dit à une psy que pour lui, du positif est ressorti de l'agression qu'il a commise sur sa 3e victime, donc Alison Botta, puisque le fait qu'elle survive et qu'elle parle aujourd'hui de son histoire a permis à des centaines de femmes d'être sauvées d'un viol. Bon, au-delà de ça, il n'y a pas énormément d'informations sur la psychologie en elle-même de Franz du Toit. Lors du procès, il a été reçu par des experts qui auraient conclu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, ce qui est vraiment pas une surprise, je pense, étant donné que c'est un trouble qu'on retrouve chez beaucoup de criminels. Et vous savez, quand je vous ai dit au tribunal, quand il a dit comment pourrais-je me pardonner, on voit très bien que clairement tout tourne autour de lui. Il aurait également été diagnostiqué psychopathe, ce qui m'étonne un peu parce que, vous le savez je pense, mais la psychopathie n'est pas un diagnostic reconnu. Par contre, c'est vrai que c'est une notion qui est souvent utilisée en criminologie, mais de là à affirmer que ce diagnostic lui a été posé, je vous avoue que j'ai des doutes.
Cela dit, je pense que ça en dit long sur son incapacité à ressentir de l'empathie pour ses victimes, ses tendances à utiliser les autres comme des objets, ses difficultés à gérer ses émotions négatives et évidemment son manque de remords. Alors a priori, Franz du Toit a beaucoup de mal à se remettre en question, il rejette toute la responsabilité sur son enfance malheureuse, ce qui là encore est quelque chose d'assez typique chez les criminels dangereux. Il y a vraiment très souvent cette victimisation exacerbée, une tentative d'inverser les rôles de bourreau et de victime, et une difficulté, voire une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. En prison, il aurait aussi dit à une personne des services sociaux qu'il ne comprenait pas pourquoi Alison Botta refuse de lui accorder son pardon, étant donné que de nombreuses années sont passées. Il aurait aussi ajouté qu'il a changé, qu'il mérite une seconde chance pour lui montrer qu'il est devenu une meilleure personne et qu'il ne devrait pas être puni pour le reste de sa vie. Voilà, comme ça je pense que ça illustre parfaitement ce que je vous disais à propos de son incapacité à se mettre à la place des autres ou même à éprouver des remords sincères. Dernier point à mentionner le concernant, après son arrestation, en prison, Franz du Toit a choisi de devenir pasteur évangéliste. Que faire de cette information? Est-ce qu'il s'agit d'une rédemption sincère ou d'une énième tentative de manipulation? C'est assez difficile à dire. Ça c'est ce qu'on sait donc de Franz du Toit. Maintenant je vais vous parler un petit peu de Théophile Kruger et ensuite on analysera et on discutera la dynamique entre les deux. Bon, là encore, on sait vraiment pas beaucoup de choses sur Théophile Kruger. Lui non plus n'a pas vraiment connu son père, qui aurait quitté sa mère peu de temps après sa naissance et qui aurait par la suite été incarcéré. Donc son enfance est très floue, il va raconter par la suite que son beau-père l'a agressé sexuellement, mais son beau-père a totalement nié ces accusations. Par contre, on sait de sources plus fiables que Théophile a subi de l'harcèlement à l'école, puisque ses camarades ont découvert qu'il avait un 3e téton, ce qui lui a valu énormément de moqueries. On sait ensuite que lui aussi a quitté l'école assez jeune, au grade 10, qui est l'équivalent pour nous de la seconde, afin de rejoindre l'armée. Au même moment à peu près, il a coupé les ponts avec sa mère et ses sœurs, à qui il n'a plus donné de nouvelles jusqu'à son incarcération. Visiblement, à l'armée, ça s'est pas très bien passé, puisque il n'y est pas resté très longtemps. Ensuite, il a fait que enchaîner plein de petits boulots de façon instable. J'ai même vu qu'il se serait tiré une balle dans le pied alors qu'il travaillait comme agent de sécurité, mais j'ai pas trouvé plus d'infos sur cet épisode-là. Est-ce que c'était un accident du travail? Est-ce qu'il y a une histoire un petit peu plus complexe derrière? Je peux vraiment malheureusement pas vous le dire. Par contre, il y a un événement marquant dans son parcours professionnel. Ça s'est produit quand il travaillait comme assistant du contremaître dans une entreprise de sel. L'un de ses collègues s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête sur leur lieu de travail, et c'est Théophile qui a dû nettoyer la scène juste après le drame. Visiblement, c'est quelque chose qui l'a profondément perturbé et il a démissionné peu de temps après. Alors, je le mentionne dans cette vidéo parce que vu le peu d'informations qu'on a sur lui, j'imagine que si cet élément a été cité dans des articles, c'est que peut-être lui-même l'a mis en avant, probablement un peu comme un trauma qui pourrait être un des facteurs qui l'a poussé à devenir violent. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il y a que ça, ou même que c'est ça l'explication, juste je suppose que lui, c'est comme ça qu'il l'a mentionné. Évidemment, vous le savez, il y a plein de facteurs derrière un passage à l'acte violent et criminel. D'ailleurs, dans le cas de Théophile Kruger, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, des déménagements fréquents durant son enfance à cause du travail de son beau-père, je crois, des troubles du comportement qui ont commencé très jeunes et qui plus tard ont été diagnostiqués en tant que troubles de la personnalité borderline et troubles de la personnalité antisociale. Il y a un psychiatre aussi qui a souligné un gros déficit de l'estime de soi chez Kruger, ce qui pourrait donner un caractère facilement manipulable. À ça s'ajoute aussi, selon son propre récit de vie, des abus physiques, psychologiques et sexuels, ainsi que de la négligence depuis sa plus tendre enfance. Bref, là encore, c'est lui qui rapporte ces choses, donc il faut rester prudent. Cela dit, ce sont des points qui peuvent effectivement constituer des facteurs de passage à l'acte qu'on a l'habitude de voir dans ce type de profil de criminel. Le psychologue qui a continué à évaluer Théophile Kruger en prison, lui, a déclaré que malgré ces éléments sur le passé et le présent de son patient, il pensait qu'il pourrait un jour être réhabilité. Il a également dit que pour lui, Kruger éprouvait de l'empathie pour ses victimes et des remords par rapport aux actes qu'il a commis.
Maintenant, je vais dire quelques mots de la dynamique entre les deux criminels puisqu'ils ont agi en duo. Je trouve que c'est toujours intéressant et important de pas négliger cet aspect-là. Dutoit et Kruger se sont rencontrés dans un shibin, un endroit où l'on achète et où on consomme de l'alcool illégalement. C'était en juin 1994, soit quelques mois avant l'agression d'Alison Botta. Les deux hommes sont devenus amis malgré leurs différences d'âge, et Kruger se référait beaucoup à Dutoit puisqu'il était plus âgé que lui. Rapidement, Franz Dutoit lui a fait part de son intérêt pour le satanisme et Kruger s'est senti intéressé, désireux d'obtenir le pouvoir et la force d'un démon. Ça c'est un peu le contexte de leur amitié, mais ensuite je trouve qu'il y a plusieurs faits importants à mentionner sur leurs agissements après l'agression et en fait ce qu'ils pensaient être le meurtre de leur victime. Déjà, j'aimerais revenir sur le fait qu'ils ont pris le petit déjeuner ensemble avec le couteau ensanglanté à côté d'eux. Je trouve que ça en dit long sur leur manque d'empathie et leur sadisme extrême. Ensuite, concernant la bague d'Alison, vous savez qu'elle a été conservée un peu comme un trophée. C'est clairement un comportement qui fait penser à celui des tueurs en série et ça laisse penser qu'il est très probable que Dutoit et Kruger auraient recommencé si Alison n'avait pas survécu ou qu'elle n'avait pas été en capacité de les faire arrêter. C'est vrai que jusqu'à présent, ils n'avaient pas tué leurs précédentes victimes, mais justement, ils en étaient venus à la conclusion que c'était quand même bien plus pratique de les éliminer pour éviter d'être dénoncés. Et s'ils avaient échappé aux autorités après l'agression d'Alison Botta, ils n'auraient eu absolument aucune raison de s'arrêter là, c'est une évidence. Ensuite, on va regarder les différences dans leur comportement au moment de l'attaque. Vous vous souvenez, je vous ai dit que l'attitude de Franz Dutoit semblait plus respectueuse, je mets des très très gros guillemets évidemment, envers Alison que Théons, mais est-ce que c'était vraiment le cas ? En fait, de nombreux experts se sont demandé s'il ne s'agissait pas justement d'un jeu de pouvoir entre les deux. Parce qu'à bien y regarder, c'est Franz Dutoit qui semblait être le moteur principal dans l'agression, et Théons plutôt le suiveur. Au moment des faits, tous les deux ont déjà agressé des femmes dans le passé et été arrêtés pour ça. Donc clairement, je suis pas en train de défendre qui que ce soit. Mais si on y regarde bien, on constate que pour ce qui est arrivé à Alison Botta en tout cas, c'est Dutoit qui a pris le lead, tandis que Kruger était un petit peu plus effacé. C'est Dutoit qui kidnappe la victime, c'est lui qui lui parle et c'est lui qui la viole en premier. Aussi, par la suite, Dutoit a tenté de minimiser les actes de son complice, il a même insisté sur le fait que Kruger était jeune, qu'il avait vraiment fait que le suivre, que c'était lui qui l'avait un petit peu manipulé, que c'était son couteau à lui, etc. Donc, est-ce que Franz Dutoit a été honnête là-dessus, ou est-ce que il a uniquement voulu sauver la peau de son complice et de son ami? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que il y avait un rapport particulier entre eux, et qu'ils étaient pas égaux en termes de pouvoir l'un sur l'autre. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur Franz Dutoit et Théons Kruger d'un point de vue psy en tout cas. Et maintenant j'aimerais vous parler évidemment de la victime Alison Botta et de sa reconstruction. Vous vous en doutez, pour elle le procès a été une épreuve, bien sûr. Mais en vrai c'est surtout l'après qui s'est révélé le plus difficile puisque pendant l'audience, elle était en état de dépersonnalisation totale. Il lui arrivait même d'oublier que la victime dont on parlait, c'était elle-même. À ce moment-là, les séquelles physiques sont encore considérables. Elle a vraiment besoin de beaucoup de traitements. Elle a des douleurs quotidiennes tellement intenses qu'elle a du mal à croire qu'un jour elles pourront disparaître. Mais les blessures psychologiques sont tout aussi lourdes et ça, même si ça peut nous sembler évident au vu du traumatisme qu'elle a vécu, c'est pas si facile à accepter pour Alison. Et en fait, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais juste après le procès, elle va traverser un épisode dépressif sévère qui va l'empêcher de reprendre le cours de sa vie d'avant l'agression. Elle est donc obligée de retourner vivre chez sa mère et c'est à ce moment-là qu'elle dit avoir complètement lâché. Parce que en gros, pendant le procès, elle s'est sentie obligée de rester forte, que ce soit pour la justice, pour ses parents, pour les autres victimes de crimes en Afrique du Sud. Et le résultat, c'est qu'elle a le sentiment de pas avoir pu guérir à son propre rythme, ni même de faire le deuil de la personne qu'elle était avant. D'après elle, ce qui l'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve, c'est de se rappeler que cette nuit-là, elle s'était battue pour vivre, elle aurait pu abandonner, elle aurait pu accepter la mort, mais elle ne l'a pas fait. Donc, après quoi elle s'est dit, il est hors de question de se laisser sombrer. Pour elle, en gros, renoncer, ça aurait été un petit peu donner à ses agresseurs un pouvoir de vie ou de mort sur elle.
Un petit peu plus tard, lorsqu'elle a été invitée par le Rotary Club pour parler de son histoire, elle a d'abord eu peur de décevoir ceux qui la percevaient comme une héroïne, mais elle a accepté et ça lui a finalement permis d'avancer. Depuis ça, Allison se consacre entièrement à la sensibilisation et partage son histoire à travers le monde. C'est devenu l'une des premières femmes sud-africaines à parler publiquement du viol. Elle a reçu plusieurs distinctions, elle a également été élue citoyenne de l'année à Port Elizabeth. Le message d'Alison Botha est clair, il faut une prise de conscience collective. C'est pas aux femmes seules de porter la responsabilité de se protéger pour éviter d'être victimes. Les hommes doivent également s'engager dans ce combat car même les agressions mineures et la culture du viol alimentent un problème de société. Selon elle, il est primordial pour les victimes d'agression de parler, de ne pas garder le traumatisme enfoui. C'est en l'exprimant qu'on peut espérer aller de l'avant, même si on n'en parle qu'à un confident. C'est pas forcément être public et vocal là-dessus, mais il faut en parler. C'est aussi pour cette raison qu'il est essentiel de croire les victimes et de leur donner la possibilité de témoigner, sinon on alimente la peur de ne pas être entendu ou cru. Son livre I Have a Life, publié en novembre 98, a été traduit en plusieurs langues et il est devenu un best-seller. En 2002, elle a même écrit une suite, For the Tough Times. Dans ses écrits et conférences, elle insiste sur l'importance d'adopter une attitude positive, de croire en soi et de toujours se rappeler qu'on a le pouvoir de faire des choix. J'aimerais vraiment terminer cette vidéo sur ce message positif et cette histoire de survie incroyable. Mais malheureusement, il y a encore des choses à dire et notamment à propos de Franz du Toit. Plusieurs années après le début de son incarcération, le détenu a entamé une relation avec une jeune femme depuis la prison. On sait qu'il communiquait via Facebook et la mère de cette femme a même contacté Alison Botha pour lui demander de l'aide. Quand elle l'apprend, Alison a du mal à y croire. Comment se fait-il qu'un délinquant sexuel puisse avoir accès aux réseaux sociaux et échanger avec d'autres personnes ? Elle découvre même qu'il est membre de plusieurs groupes Facebook dans lesquels les membres discutent de fantasmes sexuels violents. Alison décide donc de contacter les autorités pour signaler le problème, mais demande à ce que son nom ne soit pas mentionné, sauf que elle va découvrir que son email a été imprimé et donné à Franz lui-même. À partir de ce moment-là, Alison s'est sentie complètement abandonnée par la justice, et à juste titre. Franchement, je sais pas qui a décidé que c'était une bonne idée de procéder comme ça, mais c'est franchement aberrant. Et du coup, allez savoir si quelque chose a réellement été fait pour empêcher un agresseur sadique de contacter d'autres jeunes femmes sur Facebook. Et si vous pensez que ça s'arrêtait là, vous êtes déçus, c'est pas le cas. On sait pas exactement comment, mais Franz du Toit, à un moment donné, apprend que le livre d'Alison, I Have Life, va être adapté en documentaire. Donc il décide de contacter le réalisateur pour lui proposer d'être interviewé en échange de plusieurs choses. Et là, accrochez-vous bien, puisqu'il demande notamment une lettre de pardon signée de la main d'Alison, mais aussi une part des bénéfices générés par la vente des livres d'Alison et de ses interventions publiques, parce qu'il est persuadé que c'est grâce à lui qu'elle a pu bâtir une carrière aussi prolifique. Alors évidemment, ces demandes ont été refusées et il n'a pas participé au documentaire, mais vraiment ça me laisse sans voix. Imaginez l'audace qu'il faut avoir pour oser demander ça à une femme qu'on a littéralement massacrée. Et même si le manque d'empathie de Du Toit était déjà plus qu'évident, ça vient vraiment encore en rajouter une couche et illustrer à quel point il est dénué de toute humanité. Cette fois, j'aimerais vraiment vous dire qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, mais non, il y a encore des rebondissements judiciaires cruciaux dont on doit parler. En octobre 2015, Franz du Toit et Theon Kruger arrivent à la date fatidique où ils peuvent faire une demande de libération conditionnelle. Parce que oui, ils ont reçu une condamnation d'emprisonnement à vie, normalement sans possibilité de libération, mais en fait cette condamnation elle s'accompagnait d'une période de sûreté, et donc une fois cette période écoulée, ici c'était donc 20 ans, ils peuvent demander une réévaluation de leur sentence. Pour Alison Botha, c'est un véritable coup de massue. En interview, elle se confie sur l'impact que cette possibilité de libération a sur elle. C'est horrible. Pour moi, quand on est arrivé à la fin du procès, je pensais qu'ils iraient en prison jusqu'à la fin de leur vie. C'est grâce à cette idée que j'ai pu enfin passer à autre chose.
C'est aussi comme ça que j'ai toujours pu rassurer mes enfants. Les méchants ont été attrapés, ils ne peuvent plus nous faire de mal. Savoir que maintenant ils peuvent demander à être libérés, que c'est une option possible, c'est très difficile à accepter. Je devrais être impliquée. J'ai envoyé des courriers, j'ai expliqué pourquoi ils ne devraient pas être libérés. Pour moi, ils ne devraient pas être libérés pour 2 raisons. D'abord, je ne pense pas qu'ils soient réhabilités, et même si on me disait qu'ils le sont, moi je paye les conséquences de ce qui est arrivé pour le reste de ma vie. Est-ce qu'ils ont exprimé des remords ? Non. Non, aucun remords. Et même s'ils l'avaient fait, je ne pense pas que ça changerait ma façon de voir les choses. Pendant des années, la menace de voir ses agresseurs ressortir libres de prison va planer au-dessus d'Alison Botta, causant un stress permanent qui l'a fait rechuter dans une dépression. Mais en juillet 2023, c'est la douche froide lorsqu'elle découvre la nouvelle dans les médias comme tout le monde. Après 28 ans passés derrière les barreaux, Franz Dutoit et Teuns Kruger ont été libérés. La violence de cette découverte est telle qu'elle laisse Alison Botta en état de sidération, mais également de frayeur intense. Imaginez ses craintes, et s'il venait la chercher pour se venger. D'ailleurs, cette peur est d'autant plus compréhensible quand on sait qu'Alison Botta a eu connaissance de messages envoyés sur les réseaux sociaux par Franz Dutoit dans lesquels, je cite, « Cette pute aurait dû mourir. Elle devrait arrêter de parler d'un crime qui s'est passé il y a 100 ans. Elle a besoin d'une thérapie puisqu'elle ne s'est toujours pas remise de son supplice. Elle devrait changer de disque. C'est une folle qui pète plus haut que son cul. » Malheureusement, le 25 septembre 2024, Alison Botta a dû être hospitalisée en urgence suite à une rupture d'anévrisme. Dans les jours qui ont suivi, elle a subi une lourde opération au cerveau pour tenter de stopper l'hémorragie cérébrale et elle est restée pendant 3 semaines dans une phase de semi-coma alternant des phases de conscience et d'autres sans. Franchement, il est impossible d'affirmer que cette rupture d'anévrisme est due au choc et à la pression qu'elle a ressentie depuis la libération de ses agresseurs. Mais je pense que c'est en tout cas une hypothèse qu'on peut évoquer. Ça fait probablement pas tout, évidemment, mais moi je pense que ça a pu jouer. Alors les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver la vie d'Alison, mais ils ont tout de suite compris que sa vie était vraiment en danger, et ils ont demandé à ses proches de venir la soutenir à l'hôpital. Parmi eux, il y avait notamment ses enfants, mais aussi Neil, la sœur d'Alison, et Tian Ellerd. Souvenez-vous, c'est le jeune étudiant vétérinaire qui l'avait sauvé. Il a d'ailleurs profité de cette occasion pour déclarer que, selon lui, le gouvernement devrait être tenu responsable si un détenu libéré sur parole venait à récidiver et à commettre un viol ou un meurtre. Aujourd'hui, Alison Botta est toujours en vie, elle se porte de mieux en mieux, même si le chemin est très long. Elle doit réapprendre à marcher, à se mouvoir correctement, bref, plein de choses de la vie quotidienne. Cela dit, je pense que vous l'avez compris, c'est une sacrée battante qui ne compte toujours pas baisser les bras. Comme beaucoup d'entre nous l'avaient prédit et cru, Alison ne semble pas en avoir terminé avec ses miracles. Ces derniers jours, elle a communiqué avec vigueur et beaucoup de cœur, malgré son incapacité à bouger. Mais j'ai toujours pas fini puisqu'il y a un peu plus d'1 mois, un nouveau rebondissement s'est produit. En fait, le 4 février 2025, après une évaluation approfondie et des consultations juridiques, le ministre des Services correctionnels, soit l'équivalent du ministre de la Justice ou du garde des Sceaux en France, Peter Grunwald, a annulé la libération conditionnelle de Dutoit et de Kruger. Cette décision est une première historique en Afrique du Sud. Elle a été prise conformément à la loi sur les services correctionnels qui autorise le ministre à annuler la libération conditionnelle pour des individus condamnés à perpétuité. La principale préoccupation du ministre est l'impératif de protéger et de sécuriser la communauté, en particulier dans les cas où des actes de violence ont été commis contre des femmes et des enfants. Franz Dutoit et Teuns Kruger sont donc de retour en prison après presque 1 an et demi passé en liberté. C'est vraiment une procédure très inhabituelle puisque, comme vous l'avez compris, ils n'ont pas été réemprisonnés après avoir commis une infraction ou un écart à leurs conditions de libération. Non, en gros, juste on est revenu sur leur droit à une liberté conditionnelle. Je ne vous cache pas que cette nouvelle a été accueillie très favorablement par l'opinion publique et par Alison Botta elle-même, qui a simplement déclaré qu'elle arrivait enfin à respirer à nouveau.
L'avocate Tania Cohen, elle, a déclaré: ce précédent montre que notre ministre prend la criminalité et les violences sexistes au sérieux. C'est une victoire, mais cela met également en lumière les incohérences de notre système de libération conditionnelle. Il existe 52 commissions de libération conditionnelle en Afrique du Sud, et chacune a une interprétation différente de la réhabilitation. Les victimes et leurs familles n'ont souvent aucune idée de ces processus avant que les décisions ne soient prises. Il faut que ça change. Effectivement, c'est une victoire et un signal fort d'espoir pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, mais qui laisse un goût amer. Comment en 2025 accepter qu'il s'agisse d'une grande première? Les autres victimes, moins médiatisées, pourront-elles bénéficier elles aussi de révision de jugement en cas de procédure discutable? Bref, le combat est encore long. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je suis contente d'avoir pu vous parler de cette affaire aujourd'hui, même si elle est vraiment très violente, parce que au moins la victime a survécu, et ça, c'est plutôt rare dans les sujets que je traite. Et je sais pas pour vous, mais moi, mine de rien, ça me fait du bien. Alison Botta est devenue en Afrique du Sud et un peu partout dans le monde le visage de la résilience et de la volonté de vivre. Elle a défié toutes les statistiques, tous les avis des médecins. Personne n'aurait cru qu'elle allait sortir vivante de ses blessures physiques. Elle l'a fait. Beaucoup de personnes ont douté qu'elle puisse rebondir sur le plan psychologique, qu'elle finirait par être engloutie par la dépression. Elle leur a donné tort. On lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfants. Elle a eu 2 garçons qui sont en parfaite santé, sans problème particulier durant ses grossesses. Quand elle a eu sa rupture d'anévrisme l'année dernière, tout le monde craignait le pire, mais finalement elle se bat aujourd'hui même contre les séquelles de cet accident cérébral de manière très très inspirante. Alison Botta, c'est avant tout un courage et une force extraordinaires, une femme qui inspire de nombreuses personnes victimes de violences sexuelles dans le monde. Elle a toujours refusé d'être uniquement perçue comme une victime, car elle refuse, je pense, que son agression soit la seule chose qui la définisse. Aujourd'hui, Alison Botta revendique son histoire et la décrit presque comme un conte de fées, même si évidemment ça ne signifie pas que tout a été rose. D'ailleurs, petite anecdote absolument incroyable qui en rajoute une couche dans cet aspect presque irréel de l'affaire. La vie de Tian Ehlers, le jeune homme qui l'a sauvé, a elle aussi drastiquement été impactée par l'agression d'Alison, puisque suite à cet événement traumatique, il a décidé de changer de voie et de devenir médecin afin de sauver des vies. Il était même présent lors du second accouchement d'Alison, et donc c'est lui qui a donné naissance à son 2e fils. Je crois que c'est l'une des choses que j'aime le plus quand je travaille sur des affaires, ces petits détails du réel qui sembleraient presque trop gros si on les avait inventés pour le cinéma. Par contre, je voudrais quand même souligner quelque chose et j'espère que je vais bien l'exprimer pour que ce ne soit pas mal interprété. Le comportement d'Alison Botta après son agression a mis la barre très très haut. Et je pense pas qu'il soit forcément sain de la prendre elle en tant qu'exemple à suivre comme la victime modèle qui a réussi à bien gérer. Ce que je veux dire par là, c'est que le cas d'Alison Botta ne doit pas devenir une source de culpabilité pour d'autres victimes qui vont se refuser le droit sain d'aller mal après un événement traumatisant. Il faudrait pas que ça devienne un concours de qui a vécu la pire chose, qui est légitime ou pas d'avoir des difficultés à se relever, une sorte d'incitation à ne surtout pas s'accorder du temps et de la bienveillance, même quand ça va mal. N'oubliez pas qu'Alison Botta a traversé un énorme épisode dépressif après son agression. On voit aussi que cette dépression, elle peut revenir à certains moments. Ses plaies physiques, elles ont cicatrisé, ses plaies mentales aussi, mais celles-ci, elles peuvent se réveiller à certains moments de la vie, c'est normal et c'est légitime. Le message à retenir, c'est surtout qu'il est possible d'aller mieux, même après avoir traversé le pire, mais c'est en aucun cas un devoir que vous avez envers les autres, envers la société. Chacun et chacune doit y aller à son rythme. Les enseignements que souhaite transmettre Alison Botta ne doivent surtout pas être compris dans le sens réprimer ou invalider vos sentiments négatifs, c'est plutôt il existe des moyens de s'en sortir si vous faites ce choix, et vous pourrez trouver des solutions. Il s'agit avant tout d'un message d'espoir à toutes les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles pour qu'elles ne soient plus définies par l'horreur de ce qui leur a été imposé, mais plutôt par leur capacité de résilience si et quand elles le souhaitent. Et j'insiste vraiment sur ça. Si
et quand elle le souhaite. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu et qu'il vous a peut-être appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et évidemment de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. C'est complètement gratuit, ça ne vous prendra que quelques secondes, mais moi ça m'aide vraiment puisque ça permet aux algorithmes de YouTube de comprendre que vous appréciez ce que je fais. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine affaire, je vous fais plein de gros bisous, et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now, because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear